Una mattina mi sono alzato, bella ciao, 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 ciao. Una mattina mi sono alzato, ho trovato l'invaso. Partigiano, dammi via, bella ciao, 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 ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio, Bonsoir. Notre invité aujourd'hui est Jean Cassio. Jean est né début 1937. Il passe son enfance et son adolescence à Grasse, dans le quartier populaire de l'Oratoire. Il s'essaiera comme comédien de théâtre à Grasse et à Paris. C'est un autodidacte devenu homme de littérature. La poésie fait partie de ses passions. Il manie l'humour avec dextérité, et son engagement communiste et son envie de changer le monde n'ont pas failli avec le temps, bien au contraire. Il nous présente donc ce soir son livre « Fragment d'un autodidacte » ou « Le parti pris ». Ce livre est le témoignage d'une vie pleine et riche. Bonne soirée. C'est une forme de préface que je veux offrir pour ce dialogue que nous allons avoir à ma famille et d'autre part à ma mère et à mon père, dont je vais vous lire une courte biographie qui était dans le Métron et qui commence comme ça. Cassio Clément Cléry, né à Grasse le 19 janvier 1912, fils d'un journalier devenu employé de mairie et d'une couturière. Cassio se maria dans la commune en mars 1933. Peintre en bâtiment, il militait dans les rangs du Parti communiste à Grasse. Secrétaire de l'union locale CGT, son talent oratoire était certain. Secrétaire de la région fédérale du bâtiment des Alpes-Maritimes, il habitait Nice en 1938. En octobre 1938, il vint à Toulon, à la demande de Landrin, secrétaire de l'union départementale CGT, pour réorganiser la fédération du bâtiment et occuper les responsabilités de secrétaire permanent de la 22e région fédérale CGT, des travailleurs du bâtiment et des travaux publics. Ces appointements, selon la police, était de 1 400 francs par mois. Il siégeait aussi à la commission exécutive de l'Union départementale CGT et fut nommé par le préfet en février 1939 à la commission des salaires normaux. Parallèlement, membre de la cellule communiste du bâtiment, il était le secrétaire adjoint de la 3e section communiste de Toulon. En juillet 1939, Cassio démissionna de ses responsabilités et quitta le Parti communiste. À partir de septembre, il travaille dans une entreprise de la ville et selon les déclarations de Bernet, il réprouvait le pacte germano-soviétique et ainsi que l'agression russe contre la Finlande. Cassio avait été exempté du service militaire en raison d'une mutilation de la main droite. Il n'avait donc pas été mobilisé. Il mourut à Toulon le 3 décembre 1940. Il avait 28 ans. Donc, j'ai offert ce dialogue à ma famille, mais je voudrais y associer également mon vieux frère Claude Schul. Et en particulier aussi une pensée pour Jacques Ralite, qui a été vraiment un fer de lance de la culture. Quelqu'un qui a fait du théâtre, qui a mis le théâtre en valeur, et toute la banlieue rouge était avec un théâtre qui avait des programmes et des pièces fort importantes, et qui a soutenu longtemps le TNP et son approche avec Jean Villard. Donc voilà, maintenant, les questions peuvent advenir. Bon, alors, elles adviennent. La première question, quand on lit ton livre, il est clair que une des raisons essentielles de ton engagement communiste,
c'est une réaction très vive vis-à-vis de toutes les injustices que tu as avec lesquelles tu as été mise en contact, et dès ton très jeune temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces injustices, point de départ un peu? Bien, quelques-unes d'entre elles, du moins. Bon, il faut aussi situer la vie de ce garçon qui s'appelait Jean-Claude, mais qu'on appelait Coco, et qui, à 5 ans, 6 ans, après la guerre, le Noël arrive, et résultat des courses, au 19 rue de l'Oratoire, il y a 3 oranges, et au 17, un tricycle. Et là, je me suis demandé comment le Père Noël pouvait tomber au 17 avec un tricycle et au 19 où j'habitais avec 3 oranges. Ça m'a quand même un peu posé de questions, mais mes parents y ont répondu. Ma mère et ma grand-mère m'ont dit « Mais oui, mais Madame Olivier, elle est plus riche que nous. » Donc là, j'avais la certitude que les injustices commençaient. Mais bon, c'était pas mon adhésion au parti. Surtout avec 5 ans, voilà. On l'aurait refusé. Oui. Voilà donc les premiers moments de cette injustice que je ressentais. D'autre part, j'étais dans un milieu populaire et il y avait une telle solidarité dans cette rue qu'on appelait la rue du Bonheur, parce qu'elle était devenue une commune libre de l'Oratoire, comme la commune libre de Montmartre. Et le bienheureux grand-père Janin Cassio en était le maire. Et certaines mauvaises langues disaient que j'étais le maire d'eux. Mais ça, je mets sous réserve. Hein. Enfin voilà, donc c'est vrai que vivre dans cette rue avec tant de personnes agréables, avec des personnalités, et un simple rappel, quand j'étais dans un immeuble de 5 étages, quand la locataire du premier faisait quelque chose qui sentait bon, je m'arrêtais, je tapais, j'ai dit « Oh, ça sent bon, tu veux manger là ?» Et voilà. Ce qui fait que j'ai été nourri régulièrement par d'autres que ma famille, mais quand même, nous étions plus souvent à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, c'est une fraternité. Et il y avait, quand la fête se présentait, un aioli monstre où il y avait plus de 300 personnes qui occupaient toute la rue, et les 3 restaurants de cette rue, eh bien, préparaient la fameuse aioli que tout le monde devrait connaître. Alors là tu nous parles du quartier de l'Oratoire, le quartier où tu as donc vécu. Tu peux, donc ça c'était dans quelle ville? Grasse, Nice? Grasse. C'était une provocation. La patrie de Fragonard, voilà. Qui est née rue Tracastel, comme moi. Mais moi, je peins pas. Encore. Et donc, cette sociabilité qu'il y avait dans ce quartier, est-ce qu'elle existait dans le reste de la ville de Grasse, ou c'était vraiment une spécificité de ce quartier populaire? Ah, c'était une spécificité. Parce que la rue de l'Oratoire rejoignait le bas de Grasse et le haut de Grasse. Et compte tenu des industries de parfums qui existaient, à 8h moins le quart, tout le monde descendait par la rue de l'Oratoire. À midi et quart, tout le monde remontait par la rue de l'Oratoire. À 2h moins le quart, il descendait. Et à 6h15, il remontait. Avec la particularité, par exemple, que le coiffeur, pendant le Tour de France, avait une ardoise et mettait le résultat des courses. Coppi, Bartali, Geminiani, Apu Lazarides, qui était un enfant du pays. Donc, tout le monde s'agglomérait devant cette pancarte et les commentaires allaient bon train. Donc ça, c'était aussi une forme de sociabilité très, très agréable. Et je me souviens encore de ce fameux coiffeur qui s'appelait Dépétrice, qui un jour je sors du boulanger avec le plat de courgettes farcies que j'avais apporté le matin en allant à l'école, et quand je remonte à midi, il me dit « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» J'ai dit « C'est des courgettes farcies. » Oh, pof, il m'en prend une. C'est-à-dire que le climat était bon enfant, si je puis dire.
Donc tout était à l'avenant. C'est ça qui était formidable. C'est ça qui était formidable. Voilà. Alors en même temps, tes rapports avec ton instituteur n'étaient pas toujours excellents quand même. Ah ça, on ne peut pas dire que... Non, il n'était pas excellent. Non, le problème c'est que je suis arrivé après avoir passé un examen en 6e et donc j'ai réussi. Et la première classe, c'est le dénommé Monsieur Guizol, qui était professeur de mathématiques, de sciences et j'en passe. Et il fait l'appel. Alors moi j'étais au bout du 5e, 6e élève. Cassio. Est-ce que tu es le fils de Clément Cassio? Je lui dis, ah oui. Je lui dis là, vraiment, c'est l'avenue pour moi. Je suis tranquille. Ah oui, ben bien, donc, assieds-toi. Je m'assois. Et après a commencé, pendant des mois et des années, j'ai été le souffre-douleur de ce professeur de mathématiques. Alors, j'allais au tableau, trace les abscisses coordonnées. Il me répondait, quand je partais, tu le veux rond ou légèrement ovale. Et donc les zéros s'accumulaient. Attends, parce que rond ou légèrement ovale, C'est le zéro. ah, c'est le zéro, d'accord. Oui, ils avaient le droit à la forme du zéro. D'accord. Bon, ça c'est un avantage. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en 4e, vraiment j'en avais ras-le-bol. Alors j'ai dit à mes parents, j'ai dit, ça ne peut plus aller, moi Guizol, même en mois de décembre, je transpirais simplement de monter les escaliers pour aller dans la classe. Et ma grand-mère me dit, ah mais tu sais, ton père... Ah, j'ai dit, oui, il m'en a parlé, même il était content de m'avoir. Il me dit, ben, ton père, tu vois, un jeudi, il était dans la rue et il y avait une dame blonde qui passait et il a chanté cette fameuse chanson, vous mettrez des points où vous voudrez, je ne suis pas curieux mais je voudrais savoir pourquoi les femmes blondes, 5 points. Et la dame reconnaît mon père, surtout qu'avec sa main estropiée, il était quand même reconnaissable. Et le vendredi, M. Guizol appelle le Clément Cassio. C'est toi qui chantais dans la rue de l'Oratoire « Je ne suis pas curieux ». Il avoue, viens ici, mets ta main comme ça, la main mutilée. Tac, tac, des coups de règle. Alors mon père, il est parti, il a pris l'encrier, il est retourné au bureau, et le professeur qui était en machin blanc, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup, surtout dans le midi, ben, il était trempé d'encre. Alors là, les parents convoqués, on ne l'a pas foutu dehors, mais c'était tout comme. Et donc, ça ravivait chez ce monsieur Guizol un épisode assez extraordinaire. Et là où il y a eu un changement, c'est que un beau matin, à 8 h, il m'appelle, il me dit il y a tous les commerces dans ta rue. Ah, je dis bah oui, ben écoute, là tu as ma liste, tu pars maintenant et tu reviens juste avant la récréation. Alors, mes zéros tombaient à l'eau, si je puis dire. Je partais, ma mère, alors je passais chez ma mère, j'ai dit, tiens, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais des courses pour Guizol. C'était vraiment le sésame, hein, j'avais carte blanche. Alors j'allais chez le boulanger, chez l'épicier, chez le marchand de vin, parce qu'il buvait pas mal. C'était un ancien capitaine de cavalerie. Il avait fait la guerre de 14, enfin il était blindé, si je puis dire. Et donc ce cher Guizol, quand il est mort, parce qu'il est mort, et nous étions encore en classe, et les élèves ont suivi le cortège avec les 4 chevaux, enfin ancien modèle, hein, les 4 chevaux attelés, et l'image que j'ai de cet enterrement,
qui devait être triste, mais enfin il y avait certains qui étaient quand même rassurés maintenant parce qu'ils savaient qu'ils ne le verraient plus. Et ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, 2 chevaux se sont mis à évacuer ce qu'on appelle Le crottin. et donc j'ai vu des tas de petites jambes qui faisaient ça pour pas mâcher sur les crottes. Et ben ça a été un parcours jusqu'au cimetière fort agréable. Bon, alors, il y a un élément quand même important dans ta vie, c'est que jusqu'à, je crois, 22 ans, tu as voulu te lancer dans le théâtre. Ah. Et tu t'es même lancé dans le théâtre. Bon, même si à un moment donné, ça s'est interrompu. Ah mais je me suis lancé Bon. très tôt, si je puis dire. Très tôt. Alors, moi, ce que je voudrais... Ah, très tôt, allez, tu Sur les sais, très- celle-là. Sur les très tôt. Ce que je voudrais que tu nous dises, c'est 2 choses. Tu peux intervenir sur 2 choses. La première, en quoi cette aventure théâtrale, qui a quand même duré plusieurs années, Oui, oui. c'est quelque chose qui a pu t'aider dans la suite de ta vie, t'aider à te construire et à intervenir dans la suite de ta vie. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose, bon, finalement, au concours national d'art dramatique, tu as échoué à la 2e étape. Et tu n'as pas... Il y a des gens ici, enfin, ici, il y a des gens qui, parfois, quand ils ratent un concours, ça les marque pour la vie, et on croirait qu'ils ont raté leur vie. Et toi, ça t'a... tu n'as pas l'air d'avoir d'aigreur particulière. Non, j'avais Bon. inventé la résilience. Voilà, à l'avance. Le mot ne s'employait pas encore à l'époque, je suis d'accord. Alors, parle-nous un peu de cette expérience théâtrale. Mais Voilà. l'expérience... Raconte quand même, parce que... Oui, mais je ne connais pas. ne bougez pas, hein, je vais raconter. Non, l'expérience est bien agréable parce que je n'avais pas de... comment dirais-je, d'inquiétude en ce qui me concerne. J'étais tout naturel, je chantais et j'avais monsieur Maroni qui était le patron du bureau du bistrot à côté de chez moi et il me prenait en poids et en volume, il me mettait sur les tables de bistrot et il me faisait chanter. Alors moi je connaissais 2 ou 3 chansons, la partie de pétanque, aujourd'hui peut-être, enfin un répertoire méridional pur sucre. Et donc, je chantais, quand je descendais, je prenais mon béret et il m'autorisait à faire le tour des consommateurs. Je recevais des pièces avec le trou, ça vous n'avez jamais connu, les pièces trouées. Et au fur et à mesure, je me suis un peu aguerri. Et comme on avait un cinéma en face de chez moi, ça s'appelait Le Familial, un jour, à l'entracte, comme bon, les gens me voir, je suis monté sur la scène et j'ai chanté, encore une fois. Et après, je descendais et je faisais la quête. Voilà. Et là, le patron du cinéma n'a pas vu de difficulté à ce genre de spectacle, puisqu'il m'a dit, eh, écoute, comme on passe les actualités au familial, qui doivent servir à celles du casino dont il était le propriétaire, eh bien, j'étais le coursier du familial au casino, du casino au familial, et cela, je pouvais rentrer gratuitement, et si je voulais chanter, eh bien, je le pouvais. Mais, en plus, dans cette rue d'Oratoire, en plus d'avoir 2 bistrots, un hôtel, un confiseur, pas tous les jours, un cordonnier, en plus de ça, il y avait une troupe de théâtre qui s'appelait l'Indépendance artistique. Et dans une ville comme Grasse, qui avait dans les 10 000 ou 12 000 habitants, il y avait 2 troupes théâtrales. Le groupe artistique grassois ou GAG et l'Indépendance artistique. Et j'étais dans l'Indépendance artistique. Et ma première pièce, ça a été On purge bébé de Feydeau. On purge bébé. Et ensuite, j'ai joué dans Madame sans gêne, le Mitron. Je ne sais pas si vous l'avez lu récemment. Et ensuite, bon, c'était toutes des pièces Judex, enfin bon, c'était du théâtre, disons, de la rue de l'Oratoire. Et en plus,
notre directeur, M. Rappé, qui avait comme nom de scène Perra, c'était tout trouvé, Rappé, Perra, Perrapa, enfin bon, et il écrivait lui-même une petite revue. Et chaque année, nous avions une revue qui était faite avec les caricaturant certains personnages de la ville de Grasse et qui ont eu toujours beaucoup de succès. Et nous jouions à la fin décembre la pastorale en provençal. Donc une activité soutenue. Et même, je dirais, au-delà, puisque nous sommes allés jouer à Saint-Césaire, où il y a 400 personnes, mais là, je passe. Et on est allé jouer à Vence, que tout le monde connaît, où il y avait quand même 3000 ou 4000 habitants. Nous sommes arrivés à 7h30 au théâtre. On s'est installé, on jouait un certain vendredi. C'est un machin qui est en rapport avec Jésus. Enfin bon, il y a toute une circonstance assez dure pour lui et pour nous. Donc, monsieur Rappé avait écrit un texte et ça s'appelait Un certain vendredi. Donc nous étions dans la salle de théâtre, dans les loges, maquillage, tout ça, mettre les armures, puisque ça se passait il y a longtemps. Et vers 9h moins le quart, il y a quelqu'un qui commence à regarder par le trou du rideau. Personne. Alors, il va voir une ouvreuse, il lui dit, mais c'est normal qu'à cette heure-ci, dit-vous, ils viennent toujours à la limite. Bon. À 9h02, il y avait 2 personnes, plus 3 ouvreuses, ça fait 5, et nous, on était 24. Donc, on faisait le poids, là. Et, bon, alors... Monsieur Rappé est allé dire, bon écoutez, on ne joue pas, c'est pas la peine. Donc, on a repris le car qui nous ramenait à Grasse, et pendant le voyage, Monsieur Rappé disait, surtout, ne faites pas de bruit. Qu'on sache que si on est arrivé à 10h alors que ça devrait durer jusqu'à 11h30, et qu'on nous retrouve à 10h dans la rue de Grasse, ils diront, bon, ça a mal marché. Et ça n'a pas marché du tout, pas du tout. Et quand je dis marcher, il n'y a pas de lien entre Georges et Macron. Hein. Enfin voilà, donc on a eu cette expérience. Moi, ça m'a aguerri. Et je suis rentré dans une autre équipe théâtrale, une troupe théâtrale qui s'appelait le Grenier de Cannes, et qui compte beaucoup, puisque j'ai rencontré ma femme. Et au Grenier de Cannes, la directrice qui s'appelait Madame Clé, et dont le mari était notaire à Longjumeau. Ça m'a toujours plu, le notaire à Longjumeau, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et cette dame, elle m'invite chez elle à Châteauneuf-de-Grasse, et elle me dit, écoute, on joue les vignes du Seigneur de Flès et Caillavet, et tu aurais le rôle de l'anglais. Alors elle me donne un texte en anglais, je le dis tant bien que mal, mais elle me dit c'est extraordinaire, tu prononces les vœux comme personne d'autre. Je ne m'en étais pas aperçu parce que... Puis elle me dit, tu vas me dire ça, à qui sont ces 606 au 606, ces 606 au 606 sont à 606 assassins. Alors là... Elle a découvert le poteau rose. J'ai dit, à qui sont ces 606 au 606 ces 606 au 606, bon. Et d'ailleurs, je m'en étais aperçu, parce que chez le charcutier Gallo, quand il me voyait arriver pour commander de la chair à saucisse, il me le ferait répéter 3 fois ou 2 fois, pour être sûr qu'il avait pu avoir cette petite musique particulière que je lui apportais. Mais je m'en suis débarrassé. Et à quel prix? J'étais 2 fois par semaine à Châteauneuf-de-Grasse, à vélo ou à bicyclette, avec un crayon dans la bouche, et je répétais à qui sont ces 606. Si vous avez un défaut de langue, essayez ça. Et donc, elle ne me l'a pas fait avant du rôle de l'anglais, mais après.
parce que quand même, il fallait garder l'original. Alors, dans le théâtre, vous m'arrêtez hein, si vous... Dans le théâtre, j'étais au conservatoire de Nice, d'art dramatique. Bon, travaillé comme j'ai pu. Et puis un jour, il y a monsieur Berthaud de la Comédie Française qui donne le Don Juan de Molière à Nice. Et il est allé chercher au conservatoire quelques personnes qui pouvaient faire des comment dirais-je, des remplacements, non pas des remplacements, mais des pannes, c'est-à-dire des voilà, des figurants, des utilités. Bon, et moi, j'avais 2 ou 3 mots à dire. Alors, j'ai joué, et à la fin, j'ai reçu un salaire. Alors là, ça a été... j'ai dit, ça commence bien. Ça s'est arrêté. Alors, Madame Clé, qui était une personne sympathique, et elle me dit, mais tu devrais quand même essayer le Conservatoire national d'art dramatique à Paris. Alors, comme je voulais partir à 19 ans, quitter ma ville pour aller conquérir Paris, eh bien, à 19 ans, j'ai pris mon billet aller, et ma mère m'avait dit, quand je suis parti, t'en fais pas, j'ai l'argent pour le retour. Donc elle savait que mon séjour à Paris durerait. Je suis arrivé à Paris, j'ai habité rue Saint-Maur, pour situer un peu les choses, et là, je me suis inscrit pour le concours. Alors j'avais préparé 2 pièces, une de Don Juan, je jouais le Piarot, un paysan, et Poil de carotte que j'avais joué au Grenier de Cannes. J'ai dit avec ça, je suis blindé. Alors c'est bien parce que sur les 350 de la première étape, il en restait 200 et j'étais parmi les 200. Ça m'a étonné, mais seulement il fallait avoir à nouveau un texte. Alors là, le moderne passait en 3e, c'était Poil de carotte, et là, donc il a fallu que rapidement je mette sur pied quelque chose avec un comédien de la Comédie Française qui s'appelait... Enfin, c'était un vieux de la Comédie Française que j'ai pu aller voir sous le contrôle de Madame Clé qui m'avait dit je le joindrai pour lui demander qu'il puisse t'aider. Bon, il m'a aidé, mais bon, c'est vrai qu'en 8 jours, préparer un texte, bon, ça a été hors de portée. Donc j'étais, comme tu dis, renvoyé aux oubliettes. Mais ce qu'il y avait, c'est que je me disais quand même, si je descends à Grasse, au bout de 3 semaines, c'est un peu comme le vendredi saint, là, il faut que j'y aille doucement. Eh bien, je vais rester à Paris. Je vais rester à Paris, et d'ailleurs, Paris a vu que ça a changé depuis. Et donc, je suis resté à Paris, et moi, je travaillais chez Monsieur Briandet, assureur conseil. Donc, le patron était Armand. Le fondé de pouvoir était Charles et le secrétaire s'appelait, je crois, Étienne, mais je n'en suis pas sûr. Et le fameux Étienne avait fait l'école des Chartes. Et c'était un homme avec un esprit... Et lui, il écrivait des lettres que signait Armand, et chaque fois qu'un client arrivait, disait Armand, bravo à votre lettre. Mais c'était pas lui. Mais bon, ça montre bien que le théâtre se joue partout. Donc, on est... J'en étais où, là Tu parlais de ton expérience théâtrale. Ah oui, voilà. Alors, à Paris. j'arrive, je vois la compagnie Grenier-Husneau, quelques-uns peuvent avoir entendu, et qui jouait au Grand Marigny, au rond-point des Champs-Élysées, et il y avait des cours qui étaient donnés gratuitement. Parce que moi,
ça m'ennuyait parce que je ne gagnais pas beaucoup. Alors s'il fallait en plus que je paye des cours. Et donc je suis allé là, et là ça a été la découverte, l'éblouissement. Monsieur Pierre Voisin, qui était le directeur et qui avait fait des émissions de télévision, André Voisin, merci. André Voisin qui avait fait des émissions à la télé sur les compteurs. Il avait même invité une fois Jean-Pierre Chabrol. Mais je continue. Donc avec cette équipe, j'apprenais. J'ai même rencontré Jean-Roger Cossimon, Grenier-Husneau, enfin bon, tous des gars fort sympathiques. Et là, bon, ben, je suis resté un bon moment, jusqu'au moment où je reçois mon papier pour être pris en charge par des militaires. Donc c'était au mois d'avril, j'étais né le 10, là ils m'ont appelé pas pour me souhaiter mon anniversaire, mais enfin j'étais parti à Grasse rapidement pour me refaire une santé parce que j'étais pas très en forme, et je reçois, j'avais donc la feuille de route, j'allais à Essay-les-Nancy. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quitter Grasse avec le soleil bleu et arriver à Essay-les-Nancy avec un temps couvert, brumeux, les camions militaires, vous voyez un peu à quoi ça peut présenter un camion avec des militaires, et enfourné là-dedans, et vas-y, je te pousse, Essay-les-Nancy. Et vous saviez dans quelle arme j'étais? L'aviation. Moi qui étais maigre, je me dis, mais le premier avion qui décolle, moi je m'envole. Mais je ne suis pas envolé, mais j'ai réussi quelque chose qui m'a assez plu. Je faisais donc les marches, tirer au fusil, tout ça. Quand je tirais au fusil, je mettais de l'herbe dans les oreilles, et puis chaque fois il cherchait où j'avais tiré, parce qu'il s'en apercevait pas, moi. Et puis il y avait un tel recul, non, vous n'avez pas fait l'armée, mais il y avait un tel recul que... Et on écoutait la radio clandestinement, et on entendait il y a eu une embuscade en Algérie, 3 morts. Il y a eu quelque chose en Algérie, 6 morts. C'était toujours des appelés. Il y avait, enfin peut-être, la base directoriale des armées qui ne pouvait pas être dans le Djebel, mais ceux qui venaient de la France populaire, eux, ils y étaient. Et là, je me suis dit, non, il vaut mieux être vivant et malade que mort bien portant. Et à partir de cette réflexion, je n'ai plus mangé, j'allais dire aux mets des officiers, non, à la cantine de la caserne, et j'ai perdu suffisamment de poids pour que quand j'ai fait une marche, je suis tombé, vite la civière, le brancard, tout ça, ils m'ont emmené à l'hôpital militaire, ils m'ont ausculté, ils ont dit, ben celui-là, on ne le veut pas. Super. J'étais heureux comme tout. Seulement, c'était que pour un an. Alors, un an après, j'étais toujours chez Briandet, c'était un monsieur très sympathique, et je reçois au mois d'avril la convocation pour la caserne Mortier, que certains peuvent connaître. Et qu'est-ce que je fais? J'habitais rue Bonaparte, au 13 rue Bonaparte, et donc je commence ma grève de la faim personnelle. C'est dur, hein. Pendant 10 jours, ne pas manger, aller travailler, je m'étais fixé un morceau de pain, un sucre. Je sortais sans argent. Comme ça, je passais devant les boulangers, même parfois je quittais le trottoir des boulangers. Et il m'est arrivé une fois, c'était le dimanche avant ma visite chez les armées, je vais au Luxembourg, bon, rue Bonaparte, le Luxembourg. Alors, une parenthèse, le gars qui me louait ce petit espace, qui faisait 10 mètres carrés, la moitié c'était pour lui, pour le charbon, l'autre moitié était pour moi, l'eau était dans le couloir, et la fois où je suis allé
parce que j'étais passé par l'association catholique pour avoir une chambre, et on m'avait donné ce nom, 13 rue Bonaparte, j'y suis allé, et le propriétaire, qui avait un appartement magnifique, il me dit, je suis restaurateur. Ben, j'ai dit, ben, peut-être de temps en temps, je pourrais aller manger chez vous. Mais je ne savais pas que dans ce quartier, ces restaurateurs de tableaux, de meubles, d'antiquités, enfin, un provincial n'aurait pas fait mieux. Donc, j'étais dans ce petit local, alors pas d'électricité, enfin non, il y avait, oui, il y avait une ampoule, il y avait le petit vasistas, alors au mois de février, les stalactites, elles étaient là, et moi le samedi, ben, je ne bougeais plus, j'étais dans le lit, je ne sors pas, parce que bon, il faisait combien dans la pièce? Il faisait 5-6. Alors quand je suis allé au Luxembourg, donc dans ce mois d'avril, je m'assois, bien au soleil, pour évacuer cette perte de solidité. Et qui je vois une dame qui vient s'installer, elle sort sa serviette, elle prend ceci, elle mange, et elle fout les mains dans l'air. Oh, j'ai eu un réflexe, je lui dis non, je vais la gifler, elle est folle. Alors je suis parti, je lui dis, parce que là tu commences un peu à... Alors, donc je me suis mis à lire le Gandhi. Je me suis dit, si lui, il est capable de foutre à genoux la Grande-Bretagne, pourquoi moi je ne serais pas capable de mettre à zéro tous ceux qui vont m'ausculter? Et quand je suis arrivé au conseil de révision, ah, ils étaient heureux, les médecins. Ils m'ont dit, vous savez, on ne peut pas vous prendre. Hein. C'est pas vrai. Là, ça va. Mais alors, attendez, parce qu'il y a des gens qui ont été réformés sans avoir rien demandé, mais leurs parents leur écrivaient, mais non, ne sois pas réformé parce que tu ne pourras pas rentrer dans l'administration, tu ne pourras pas aller au poste, tu ne pourras aller à la SNCF. Et moi, je ne pouvais plus faire le conservatoire d'art dramatique. Ça tombait bien, parce que bon, je crois que j'aurais jamais été accepté dans cette auguste maison. Et voilà donc, je fais ma grève de la faim. Monsieur Briandet, quand j'arrive au bureau vers 5 h du soir, me dit alors, j'ai dit, ça y est, je suis réformé définitif. Ah, il me dit, ben, descends au chauffeur, qui était un restaurant pour les chauffeurs. Et là, il me dit, tu dis que c'est moi qui paye. Oh, et allez, je ne suis pas privé. Mais quelle nuit j'ai passé. Jamais je n'ai passé une nuit pareille. Et en plus, les gars des Beaux-Arts faisaient un feu d'artifice. Ben, tout ça lié entre moi qui pouvais dormir, le feu d'artifice. Enfin, j'ai passé une très mauvaise nuit. Et qu'est-ce que j'ai décidé de rentrer chez moi à Grasse. J'ai pris le train le 30 avril. Je suis arrivé le 1er mai. Mon copain qui avait eu le tricycle avait une Vespa, il m'a pris de Cannes à Grasse, il m'a amené à la rue de l'Oratoire, donc j'étais chez moi, bon, j'étais sauvé. Mais le 13 mai 58, un général arrive, oh, réformé définitif. J'ai dit, pourvu qu'ils ne se mettent pas en tête de dire, ah ben non, les réformés définitifs, il faudrait un peu les revoir parce qu'on ne sait jamais. Ça a été la cerise sur le gâteau, parce que là, vraiment, avoir un général et moi m'être carapaté sans qu'il s'en aperçoive, bon, c'était... Et donc là, j'ai repris contact avec le Grenier de Cannes, j'ai mieux connu Doris, et puis bon, on a joué des pièces intéressantes. Et quand je suis arrivé à Grasse, je n'avais pas de travail. Alors, j'ai fait les entreprises de parfums qui traitent les fleurs, la rose, le jasmin et tout ça. Et alors j'arrivais chez Roux, il me donnait un fût de 50 litres à pousser. Bon, c'est rond, mais il faut le faire démarrer. Alors, je suis allé chez Chiris, c'était pareil. Méro-Boiveau, je n'en parle pas. Donc l'industrie du parfum m'avait mis en circuit. Et j'ai un copain, un bon copain, qui était un parolier des chansons que de temps en temps j'interprétais, qui s'appelait malheureusement Paul Macquarie. Et il me dit, il demande un employé de banque à la Société Générale.
ça, alors là, la société, une banque, ben écoute, t'as pas de boulot, t'as pas de boulot. Bon, alors, je dis, bon, ben j'irai. Et ça, c'était 2 semaines avant que j'ai le rendez-vous avec le patron, monsieur de Lignerolles, qui était, dont la femme avait un gros portefeuille d'Olida. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des pâtés. Alors, et moi j'étais, je revenais de Paris avec des tas de choses dans ma tête, les cheveux étaient longs, je ne me rasais pas, enfin, vraiment Et d'ailleurs, une fois, j'ai fait peur à ma mère. Ma mère était à la rue, avec toutes les autres mémés du quartier, et elle monte à la maison, 3e étage, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit son fils sur une petite échelle, avec une bassine d'eau, et je lui dis, je vais plonger. Bon, elle est descendue en courant, elle a dit, ça y est, lui, il a perdu, et il est fou. Enfin bon, de toute façon, ça c'est un entracte. Donc, ce copain me dit, bon, bah écoute, pour aller à la banque, il faut que tu te rases, tu couvres les cheveux. Ah, je dis, non, moi, il me prend comme je suis. Et il n'y a pas de raison que c'est sur ma valeur personnelle et pas sur mes cheveux. Bon. Ah, j'ai été ferme, hein. Jusqu'à la veille. Mais le plus drôle, c'est que, bon, je suis allé chez le coiffeur, bon, il m'a coupé, il m'a enlevé les quelques poils que j'avais, et je vais chez la Générale, et j'ai fait bonne impression, et M. de Lignerolles m'a accepté. Et mon copain, il revient, il me dit, quand même, ah, je bouge pas, je suis ferme, et tu te laisses impressionner par... Oh, j'ai dit, non, là, il me dit, tu vois, je vais te dire, si tu l'avais pas fait, moi je t'aurais pris en poids, en volume, et tu serais allé chez le coiffeur. Alors donc, je te blague. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré à la Société Générale, qui est un établissement, enfin, pas de publicité, mais enfin, ils m'ont dit, si vous parlez de nous, on pourra vous donner quelque chose pour soutenir vos bouquins. Alors j'en écris qu'un parce que je pense qu'ils s'arrêteront en cours de route. Alors donc, j'étais à la Générale, à Grasse, je suis resté de 58 à 61. Ah, il y a eu quand même un intermède. Entre-temps, politiquement, excuse-moi si tu veux me poser la question. Entre-temps, j'avais rencontré des gars, des jeunes qui vendaient l'avant-garde. Alors j'ai posé des questions politiques, enfin qui me semblaient politiques, sur l'Algérie, et ils m'ont répondu comme il fallait pour moi. Alors j'ai adhéré à la JC, et je vendais le samedi, après-midi, après le travail, l'avant-garde. Un lundi matin, le dénommé de Lignerolles, vous savez, il y a une personne qui a un gros compte chez nous, aussi bien en titre qu'en numéraire. Elle a dit que si elle voyait encore un employé de la banque circuler avec des journaux comme ça, elle retirait son compte. Ben, j'ai dit quand même, on est en démocratie. Enfin, j'étais étonné. Alors, ben, j'ai dit, oui, mais... Elle me dit, mais oui, allez vendre à Cannes. Ah ben oui, je prends le bus, je fais Cannes. Non, non, j'ai dit, non. Elle me dit, allez à Saint-Antoine, ou à Saint-Jacques, ou à Saint-François. Je dis, oui, mais quand même, moi j'ai l'habitude. Alors, bon, on a trouvé une solution. Il y a 2 copains de la JC qui sont venus à Grasse, et moi, je faisais les alentours. Et là, je me suis aperçu que, selon que vous êtes puissant ou misérable, eh bien, on vous traite différemment. Et ce qui est assez drôle, c'est que la banque, la Société Générale, elle avait le patron de Charabaud, qui s'appelait Sansoldi. Et l'homme qui faisait le ménage à la Générale, M. Pez.
Je pensais un jour, on pourrait remettre les choses à l'équilibre et faire que Pèse, il ait le pognon de Sansol, et Sansol dit qu'il n'ait pas de pognon. Donc, ce séjour à la Générale me convenait, pas tout à fait, et donc j'ai demandé à changer et venir à Paris. Et là, voir Royal, je suis allé à Orly, et j'ai fait le change, le cambiste, mais pour les avions qui arrivaient. Alors, ceux qui veulent en savoir plus sur ces moments-là n'auront qu'à lire le journal. En tout cas, je peux vous dire que j'ai connu Antoine Lopez, qui a été un des participants de l'enlèvement de Ben Barka. Tu as encore une question? La dernière, c'était il y a un quart d'heure. Alors, Jean, justement, je me demandais, mais tu as déjà donné des éléments, dans ton engagement communiste, Oui. il y a au départ aussi une part d'indiscipline forte. Bon, que tu as un peu... Oui, bon, mais on n'est pas honte. Ah, mais j'ai pas honte. Mais non, mais... Et moi, j'aimerais que tu nous parles quand même de cet épisode où tu es monté à Paris, tu étais encore à Grasse à l'époque, pour aller écouter au Théâtre de l'Étoile Yves Montand. Alors là, Ouais. on va passer un Donc c'est en 53, je crois ça. Hein. Oui. Ouais. 54. Quand il y a eu Dien Bien Phu et Montand. Et donc, en 54, j'avais 17 ans. Bon, je peux voyager seul, mais ça coûte cher. Et alors, j'avais un autre ami qui était musicien, qui s'appelle Joseph Rebaud, et qui était en tandem avec Paul Macquarie. Un faisait la musique, l'autre les paroles, et le troisième les chantait. Et ce Joseph Rebaud était appelé à la caserne de Draguignan. Il faisait son service militaire et il était, comme c'était un comptable, il était dans un bureau et puis... Alors je lui ai dit, tu te rends compte un peu, j'aimerais bien aller écouter Yves Montand, mais c'est cher. Il m'a dit, ben non, je vais te faire une permission. Et j'ai dit, oui, mais une permission, comment, j'ai pas d'habit militaire. Il m'a dit, non, mais je vais marquer, autorisé à revêtir la tenue civile, en rouge. Et alors, un matin, un soir, il arrive, et il me dit, tiens, voici ta perme. Je dis, bon, ben, je ne pouvais plus reculer, là, parce que bon, alors je suis allé, j'avais carte de place, c'est-à-dire, ça me coûte 100, ça me coûtait 25. Bon, j'y suis allé. À Toulon, il monte 5 ou 6 marins qui s'assoient à côté de moi. Le contrôleur qui passe, qui vérifie les permissions des marins et la mienne, et qui dit « Ah, ben lui au moins, il a de la chance, il est autorisé à revêtir la tenue civile. » Ah, j'ai dit « Ouais. » Mais bon, je suis arrivé à bon port, j'ai écouté Yves Montand à Avenue de l'Étoile, ça s'appelait le Théâtre de l'Étoile, et là, ça a été Jos Basselli, Montand, le Machal, oh, il fait des sauts, oh non, formidable. Et là, je suis rentré à Grasse, dans les chiottes de la SNCF, j'avais une telle peur de rencontrer encore un contrôleur que je disais toujours, c'est occupé. C'est occupé. Mais alors, ce qui est terrible, c'est que quand je suis descendu à Cannes, il y avait une patrouille militaire. J'étais en civil. Et bien, je me croyais en militaire, parce que j'avais la permission, alors que j'avais rien à craindre, puisque la permission était dans ma poche. Il ne pouvait pas me dire, vous avez la permission? Ben non, je suis en civil, moi. Et j'avais 17 ans. Ben, à 17 ans, hein, on n'est pas sérieux. Alors, je vais changer un peu de domaine, mais peut-être pas tant que ça. Bon, dans ton livre, mais aussi dans ta vie, on voit bien que la littérature joue un rôle clé. Et... La clé. Oui, bon. Moi, j'aimerais... Christine. Oui. J'aimerais que tu nous dises en quoi le fait que tu sois devenu un lecteur aussi intense et varié
là aussi, ça t'a apporté pour te conduire dans la vie. Ben, je vais dire, il y a deux choses qui m'ont conduite pour m'orienter dans la vie. La première, c'était mon engagement politique au Parti communiste. J'ai adhéré en 1960 et mon parrain, à l'époque, on avait un parrain, était Virgile Barrel, le père de Max Barrel, fusillé par les Allemands polytechniciens. Virgile Barrel était député de Nice et c'était un homme formidable. Donc j'ai adhéré en 1960. Et en 1960, le père de Gaulle, il commençait à bien établir son pouvoir, etc. Et d'ailleurs, c'est même intéressant. J'ai appris parce que j'avais en face de moi, Jorébeau connaissait des professeurs de collège, et quand les professeurs de collège ont appris que j'étais au Parti communiste, alors là, ils m'ont envoyé à travers la gueule, mais des tas de machins, et oui, vous n'avez pas fait ceci, et puis vous avez cela. Alors je suis allé à la section, j'ai dit, écoute, le mec, il m'a attrapé sur telle situation, il dit, bah, écoute, tu as qu'à lire ça. J'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire, et là, j'ai compris qu'il fallait bien être chaussé dans la pluie des idées reçues. Et ça m'a beaucoup aidé. En plus, je veux toujours avoir raison. Mais ça, c'est un peu... Bon, ça forme ma personnalité. Et j'ai commencé à lire, et je n'arrêtais plus. J'avais besoin de lire, parce que lire me confortait, créer des trous, parce qu'un livre répond à quelque chose, mais il crée deux ou trois questions à côté. Donc il fallait après poursuivre. Et donc, grâce au parti, j'ai lu, j'ai été, par exemple, une parenthèse, j'ai été secrétaire des JC. Et que croyez-vous qu'il arriva? Il arrivait une bande de blousons noirs qui ont tous adhéré à la JC parce qu'on avait des adhérentes collégiennes à la JC qui étaient aux petits oignons. Et alors, une fois, dans une réunion de JC, il y avait le fils du gardien de prison qui est corse, il a voulu régler son compte avec une vendetta. Alors là, j'ai utilisé toute ma capacité oratoire, si je puis dire. Parce que je n'avais que ça. Je ne pouvais pas lui faire tout mon poing à travers la gueule. Je serais tombé immédiatement. Et là, je me suis aperçu que la parole pouvait être un élément important. Et si la parole s'appuie sur des connaissances, sur des lectures, eh bien, c'est pain béni, si je puis dire. Et d'ailleurs, le dernier exemple, c'est que quand je me suis mis à lire La Recherche du temps perdu d'un certain Marcel Proust, et que j'ai découvert que ce Marcel faisait le lien entre le Jockey Club et la CGT, je peux vous dire que j'ai été le seul, parmi au moins 40 personnes à qui je posais la question, qui s'en était aperçu. Mais oui, parce qu'on a tous la lecture d'où nous sommes. Si tu viens du 18e arrondissement, bon, alors que dans La Recherche, dans Les jeunes filles en fleurs, à un moment donné, le narrateur est dans le grand hôtel de Balbec et il mange comme dans un grand hôtel, avec des tas de cuillères, des couteaux, des verres et tout ça. Et à un moment donné, dans la grande vitrine, si je puis dire, il voit passer les pêcheurs, les ouvriers, tout ça. Et le narrateur se pose la question, mais resteront-ils longtemps derrière cette fenêtre, cette vitre? Ben, je trouve que c'est pas Marx, mais ça se rapproche. Voilà, donc à travers tout ça, j'ai pu me enhardir pour débattre. Et ça, c'est important. Alors justement, et ça, c'est bien présent dans ton livre, finalement les littérateurs, les hommes de lettres dont tu parles,
c'est pas des gens classés à gauche ou communistes. Je dirais même, on croirait que tu as malin plaisir plutôt à citer un Balzac, un Chateaubriand, enfin bref, tout homme de lettres qui sont tous sauf révolutionnaires. Et Alors, eh bien, d'abord, je vais commencer par vous décevoir. Si j'y suis pas arrivé depuis, mais en tout cas, je vais vous lire un passage de La Route des Flandres de Claude Simon. J'extrais quelques passages. Il parle de son père, le narrateur parle de son père, qui, étant le fils de paysans analphabètes, il est tellement fier d'avoir pu apprendre à lire qu'il est intimement persuadé qu'il n'y a pas de problème, et en particulier celui du bonheur de l'humanité, qui ne puisse être résolu par la lecture des bons auteurs. Et, dans une lettre que le narrateur qui est prisonnier dans un stalag, ça se passe dans les années 40, le père écrivait qu'il faisait part de son désespoir à la nouvelle du bombardement de Leipzig et de sa, paraît-il, irremplaçable bibliothèque. Et voilà ce qu'il disait, ce fameux père. « Dans la mesure où quelque chose peut être bon aujourd'hui, te sachant, pensant sans cesse à toi là-bas, et à ce monde où l'homme s'acharne à se détruire lui-même, non seulement dans la chair de ses enfants, mais encore dans ce qu'il a pu faire, laisser, léguer de meilleur, l'histoire dira plus tard ce que l'humanité a perdu l'autre jour en quelques minutes, l'héritage de plusieurs siècles, dans le bombardement de ce qui était la plus précieuse bibliothèque du monde, tout cela est d'une infinie tristesse. Ton vieux père. » Et comment a réagi le fils? J'ai répondu par retour que si le contenu des milliers de bouquins de cette irremplaçable bibliothèque avait été précisément impuissant à empêcher que se produisent des choses comme le bombardement qui l'a détruit, je ne voyais pas très bien quelle perte représentait pour l'humanité la disparition sous les bombes au phosphore de ces milliers de bouquins et de paplards manifestement dépourvus de la moindre utilité. Suivez la liste détaillée des valeurs sûres, des objets de première nécessité dont nous avons beaucoup plus besoin ici que de tout le contenu de la célèbre bibliothèque de Leipzig, à savoir chaussettes, caleçons, lainage, savon, cigarettes, saucissons, chocolat, conserves. Donc, ce serait presque une démonstration que le livre n'est pas forcément... Monsieur Hitler a écrit Mein Kampf. Donc il y a une approche du livre qui doit être faite avec quelques distances. Et si, comme tu le dis, j'ai pris quelques écrivains comme Flaubert ou Zola, mais dans une lettre, Flaubert écrit à un de ses amis, et je saute et je dis simplement la dernière phrase, « Je n'ai aucun amour pour le prolétaire, et je ne sympathise pas avec sa misère, mais je comprends, et j'entre avec lui dans sa haine contre les riches. » Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. D'autre part, je peux continuer, là c'est Balzac. Le bourgeois, c'est dans Médecin de campagne, et c'est le personnage, il y a Genesta le commandant et Benassi le médecin, et ils sont à cheval et ils bavardent, un étant le médecin avec des idées. Et il dit, un pauvre, obligé de gagner son pain quotidien, ne se multiplie par le nombre de ceux qui se sentent frappés en elle. Ce levain fermente, ce n'est rien encore, il en résulte un plus grand mal. Ces injustices entretiennent chez le peuple une sourde haine envers les supériorités sociales. Le bourgeois devient
et reste l'ennemi du pauvre, qui le met hors la loi, le trompe et le vole. Pour le pauvre, le vol n'est plus un délit ni un crime, mais une vengeance. Si, quand il s'agit de rendre justice aux petits, un administrateur les maltraite et filoute leurs droits acquis, comment pouvons-nous exiger de malheureux sans pain résignation à leur peine et respect aux propriétés? Je frémis en pensant qu'un garçon de bureau, de qui le service consiste à épousseter des papiers, a eu les 1000 francs de pension promis à Gondrin. Puis, certaines gens qui n'ont jamais mesuré l'excès des souffrances accusent d'excès les vengeances populaires. Mais le jour où le gouvernement a causé plus de malheur individuel que de prospérité, son renversement ne tient qu'au hasard. En le renversant, le peuple solde ses comptes à sa manière. Un homme d'État devrait toujours se peindre les pauvres au pied de la justice. Elle n'a été inventée que pour eux. Et Bénassis, qui termine, la vie des oisifs est par la seule qui coûte cher. Peut-être est-ce un vol social que de consommer sans produire. Et la dernière, en effet, pour le peuple, le droit de vivre sans travailler constitue seul un privilège. À ses yeux, qui consomme sans produire est un spoliateur. Balzac. Alors voilà quand vous pouvez prendre appui sur des textes de cette dimension, et c'est pas, il n'a pas adhéré au parti, Balzac, mais il a vécu. C'est un écrivain qui avait un sens politique. D'ailleurs, lui, il a dit « Je n'écris qu'à la lumière de la noblesse et de la religion ». Mais seulement le bourgeois qui était entre la religion et la noblesse, eh bien, il a vu quel était l'impact. Et ça, j'avoue que ça vous donne du cœur au ventre. Alors, encore quelques petites questions. Mais bien. Tu veux bien? Oui. Après, quand vous dites stop, hein, temps mort. Alors, quand on lit ton livre, on se rend compte à la fois que il y a une lucidité sur l'état du monde et sur les difficultés des communistes à faire avancer leurs solutions. Et donc cette lucidité, elle est réelle, tu n'es pas sur un nuage. Et en même temps, tu n'es jamais désespéré. Tu ne dis pas, bon, ça fait 80 années que je bosse pour ça, et vraiment, ça n'a pas bougé dans le bon sens. Donc c'est foutu. Tu as gardé une pugnacité qui, non pas je dirais qui surprend, mais une pugnacité assez formidable, quoi. Comment tu, non pas, tu n'as pas besoin de te justifier, mais comment tu expliques ça? Non, je ne me justifie pas parce Ouais. que il y a aussi des moments où je peine. Ouais. Mais je sais du milieu d'où je viens. Et ça, c'est mon fil à plomb. Et moi, quelqu'un qui renie ses racines, comme je n'aime pas. Bon, j'aimerais bien que le gars du 18e renie et vienne au parti. Bon, mais ça, c'est plutôt rare. Mais quelqu'un qui vient d'un milieu populaire et qui, parce qu'il a obtenu 1 ou 2 galons dans sa compagnie, dans son usine, et qu'il est contremaître, il est ceci, cela, et qui devient le serviteur du capital, sans avoir la conscience de dire il existe une lutte des classes, eh bien, si jamais un jour j'arrivais à ce niveau-là, je te permets de me gifler. Bon, tu prends quand même pas trop de risques. Hein. Non. Bon, ouais. Bon. Parce qu'il faut qu'on tienne compte aussi un petit peu de l'heure qui tourne, et des questions que Alain va aussi avoir à poser. J'en ai plus que 2, hein, du coup. Hein. Bon. Tu es modeste, mais tu as écrit des poèmes aussi. Tu as quand même aussi écrit des poésies qu'on retrouve dans ton livre, entremêlées au texte d'autres personnes. Est-ce que tu peux nous lire, pas tout ce que tu as écrit, hein, Non. bon, mais quelques-unes des poésies qui te tiennent à cœur? Mais une que j'ai écrite le 27 novembre, parce que moi, dans mon livre, je mets toujours les dates.
parce que peut-être en 2010 j'étais comme ça, et en 2013 j'étais différent. Et voici le poème. Je vois un petit coup. 27 novembre, tu n'as pas précisé l'année, Jean. 2013, 2013, d'accord. parce que ça porte bonheur. Vous allez voir, il y a un petit écho. Peut-être m'a-t-on vu passer rue des Écoles, laissant traîner mon âme avec des mots défunts. Un geste peut surprendre comme une cabriole ou l'ombre d'un jasmin au matinal parfum. Je joue avec les dés d'une ancienne jeunesse, leur somme déposée ne doit rien au hasard, même si les points noirs sur le blanc se dispersent, laissant l'imaginaire en faire un objet d'art. Longtemps, longtemps j'ai cru à la métamorphose, de vieux chemins boueux en jardin suspendus. Le savoir est ancien, mais fleurissent les roses, évidente présence de nos rêves perdus. Peut-être m'a-t-on vu passer rue des Écoles, paisible passant de possibles passions. J'habite cette terre à l'immense parole, où le rien de la vie en sera la chanson. Alors c'est avec le soutien de Stéphane Mallarmé, Marcel Proust, Kafka et Aragon. Bon. Il y a encore d'autres très beaux poèmes de Jean dans ce livre. Et alors, une des caractéristiques de ce livre, mais aussi de toi, c'est que tu manies quand même pas mal d'humour. Et donc, il y a entre autres toute une série d'aphorismes. Cite-nous-en 3-4 que tu aimes bien. Alors je vais faire ça au pif parce que j'y ai plus pensé aux aphorismes. Ah, tu as pu penser? Ah bah tiens, là il y en a une. Alors, je vous cite la phrase d'avant, hein, parce que petite réflexion qui se veulent spirituelles. Donc au moins là, vous savez que vous mettez des fils. Suspendre la réalité comme on suspend le linge et laisser au vent, Mistral, Tramontane, le soin de tout sécher. J'ai assisté à l'enterrement d'un angle mort. Bon ben je vais vous dire quand même un autre poème. Dans l'angle de sa déchirure, sa main malhabile trace la marelle de l'espérance. Dire qu'un enfant a quitté l'école un matin, sa charge de rêve intacte, sa confiance meurtrie. Dire qu'un homme a pointé au chômage un matin, sa valise intacte, son jour ennui. Dire qu'une femme a pointé au chômage un matin, l'enfance dans ses yeux, l'enfant dans ses bras. Blessure. Dire qu'une minute a suffi pour classer sa jeunesse au compte profits et pertes des marchands. Dire qu'au marché aux fleurs, la société capitaliste mettait en solde la douleur. Bon, alors, un aphorine... ah ben là, il y en a un, mais c'est un peu... c'est pas très long. Mon âge est un secret que je ne dévoile même pas à moi-même. Bon, alors, pour ce qui est de la découverte du livre de Jean, sous cette forme, on en reste là. Et maintenant, je vais donner la parole à Alain, qui a des questions plus de fond à lui poser. Vas-y, maintenant, c'est à toi. Enfin, des questions de fond. C'est Victor Hugo qui dit que la forme, c'est quand le fond remonte à la surface. Alors, on est en train de jouer à la grande librairie, là, hein, tout d'un coup. On a l'écrivain, on le soigne, on va lui poser des questions. 20 oui. Le 20 écrivain. Non, mais 20 dans le sens... Oui. L'appel au peuple.
Alors en fait, moi je trouve que ce livre est un objet savoureux. C'est un peu comme un beau tissu, il est bien, il est agréable en main. Il a un papier ingre qui d'habitude est utilisé pour faire des dessins. Mais là, c'est des jolis dessins écrits. Je pense que l'écriture de... Donc c'est un livre savoureux, moi j'ai tout lu, je te connaissais un peu, mais j'ai encore découvert beaucoup d'autres choses que je ne savais pas. Ton écriture tient du coq à l'âne. Hein? Parce que tu agis comme un surréaliste, tu fais des collages, tu nous racontes ta vie, d'ailleurs tu le fais assez bien, tu commences comme ça, hein, dans l'ordre. Ça démarre d'une façon chronologique, tu nous dis que tu dates, et puis à un moment donné, quand on est pris dans ta lecture, les dates on s'en fout un peu, et le poème rencontre bon, etc. Des souvenirs, des sensations, des fragments épars. C'est un journal intime, en fait, que tu as fait éditer par d'autres, mais c'est ton journal à toi. C'est moi qui l'ai édité. Oui, c'est toi qui l'as édité. Et tu as fait se rencontrer des constats, des attentes, des revendications, des plaisanteries, des poèmes et des désirs. Et je me suis posé la question, et alors l'assemblage, c'est-à-dire le ciment de tout ça, tu le laisses au lecteur? Oui. Oui. Oui, oui. C'est clair. Mais, tout lecteur est maître du navire. Bon. Le livre devient le livre quand quelqu'un s'en empare. Après, l'auteur disparaît et le lecteur commence à se fortifier dans la lecture. Enfin, je ne vous dis pas que vous allez vous fortifier en lisant ça, mais quel que soit le livre. Et je pense que quelqu'un avait écrit la lecture se vit s'impunit. Oui. Je ne me souviens plus de son nom, mais enfin on le retrouvera. Oui. Et donc, je crois que tout livre, d'ailleurs, bon, vous avez vu, nous avons une école où il y a 3 ou 4 000 bouquins, et on a toujours le sentiment d'une forme de solitude, mais quand ils sont là, alors là, vas-y Léon, hein, envoie bien le bouchon, comme dit la chanson. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que on ne peut pas se sentir abandonné. Et c'est dur parfois, c'est quand il y a des moments dans la vie où vous voyez bon, je suis allé à Grasse. On est passé près de la Méditerranée, bien sûr, depuis Toulon jusqu'à Cannes. Et je me suis dit, j'étais en première, je me suis dit, combien de gens dans cette rame se disent qu'il y a eu 10 000 noyés, sinon plus. Et c'est ça qui me trouble et qui parfois me donnerait envie de chialer. Parce que ces morts-là, noyés dans le berceau de la civilisation qui est de la Méditerranée, devient le tombeau de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants. Et ça je ne pardonnerai jamais à ce système qui crée toutes les conditions pour que les hommes, entre eux, se déchirent et se battent. Et tout ça pour la rentabilité bienfaisante du capital, ce vampire qui suce tout, la vie, la terre, les hommes, l'ambiance, tout. Bon, ça y est, je me suis... Bien, bon. On va passer à la seconde question. Ce livre s'appelle « Fragment d'un autodidacte » ou « Le parti pris ». Le parti avec une majuscule. Oui, le parti avec un majuscule, et donc là il y a un petit jeu de mots, on te retrouve, bien sûr, on te connaît, hein, on t'autorise ces choses-là, hein, tu peux y aller. Mais je pense qu'il y a du mentir, le mentir vrai, là, c'est Aragon, non? Oui. Parce que quand tu dis autodidacte, ce serait intéressant parce que tu nous racontes ta vie, en fait, hein, là. C'est clair. Tu le fais assez bien, d'ailleurs, parce qu'on ne s'endort même pas. Hein. Et donc, on lit ça d'un coup.
Et je pense que, d'abord, comme tu viens de le dire, l'autodidacte, il n'est pas vraiment seul. Quand tu montes sur les tréteaux, c'est avec d'autres. Et quand tu échanges la parole, comme tu viens de me le dire, le lecteur, c'est un autre aussi. Et bon, et donc on n'est pas toujours tout seul. Non. Et alors, je pense que dans cette situation, ma petite question, elle était un petit peu compliquée, mais le temps et les autres sont-ils la trame et la chaîne de la personnalité? En te posant cette question, je pense à Lucien Sèvres. Moi, qui a j'avais écrit pensé des à choses Gaston Bachelard. sur la personnalité. Alors, vas-y, réponds. Mais, bon, ça... Attends, redis-moi ta question. Le temps et les autres. Le temps et les autres. Sont-ils la trame et la chaîne de la personnalité, de ta destinée? Disons que, comme Jourdain faisait de la prose sans le savoir, moi j'ai fait du temps et des autres sans imaginer que je le faisais. Mais je sais bien que le temps est l'élément essentiel de ce que nous avons été, de ce que nous sommes. Nous ne pouvons, pourquoi ai-je autant de sensibilité quand je vais rue de l'Oratoire, alors qu'elle a changé du tout au tout? Non. Et cette fois-ci, je suis allé rue de l'Oratoire, la porte d'entrée du 19 était ouverte, je suis monté au 3e étage, j'ai tapé, personne, je suis reparti. Eh bien, j'ai vérifié que la rampe qui était brinque-ballante quand j'avais 12 ans, eh bien, elle est toujours là. Voilà. Et la dernière question, alors, c'était à propos du conscient, de l'inconscient et des émotions. Le souvenir est nécessairement reconstruit. Oui. Hein, quand tu l'écris, ton souvenir, Oui. c'est pas à l'époque où tu l'avais vécu, c'est quand tu le refais. Et donc, la mise à jour est indispensable pour dire. Par contre, il y a donc l'écriture, elle navigue entre le sens et la sensation. Et est-ce que la poésie est la seule à transmettre l'émotion d'origine? Parce qu'il y a aussi, comme tu viens de nous le montrer, et tu croises aussi avec de la poésie. Oui. Et tu as des souvenirs de militants, tu as des souvenirs d'hommes, d'amants, de pères, etc. Mais ça a aussi des sensibilités. Et que tout d'un coup, qui reviennent, et est-ce que la poésie est la seule à pouvoir nous frapper comme à l'origine de la sensation? Je crois que il peut y avoir... La poésie ne s'arrête pas à un texte que l'on écrit sur une partie du cahier. Parce qu'il y a des proses extrêmement poétiques qui rendent... et qui sont poétiques par le fait même... C'est bon, un type comme... je vais dire Mallarmé pour ne pas me faire engueuler, mais bon, il a des textes qui sont difficiles, hein, mais on peut goûter. Et la poésie, pour moi, j'aime les mots. Bon, j'aime les mots, et ce qu'il y a, c'est que quand j'écris, je suis sous la dictée de quelqu'un, parce que il y a des gens qui écrivent et puis ils disent ah ben non, ce mot va pas. Ah bon, moi ça tombe. Après, bon ben, on verra bien. Et je ne peux pas faire autrement. Et quand je mets dans un fragment, je passe de telle chose où j'ai entendu à la radio Tartampion qui dit des conneries, bon, je l'inscris. Pour moi, c'est normal. C'est normal. C'est ce que je suis actuellement. Je suis dans une réalité, mais je suis porteur de tout ce que j'ai été. De tout ce que j'ai été. Et quand on a parlé, je reviens à l'injustice, ma première chose que je dis dans ce livre, ma mère qui était femme de ménage chez les dentistes, le dentiste, boulevard Thiers, un jour elle est arrivée, elle nous a dit, tiens, j'ai un peu d'huile d'olive et j'ai du sucre. Oh, Baraka.
3 jours après, ma mère revient à 9 h. Elle était licenciée parce que la patronne, elle faisait des marques sur la bouteille d'huile et elle comptait les sucres. Et ce qui est étonnant, et ça m'a plu, il s'appelait Tardieu. Donc, j'ai pas fait exprès, hein. Il s'appelait Monsieur et Madame Tardieu. Et la femme qui dit à ma mère, vous avez de la chance parce que moi je voulais porter plainte au commissariat. Et c'est mon mari qui m'en a empêché. Donc elle devait s'appeler Satan. Voilà, bon, mais c'est pour montrer qu'on se forme, on se construit. Et moi, le problème pour moi, c'est que je n'ai pas fini de me construire. Alors, les perspectives sont positives. Oui. Tu veux dire par là que tu as d'autres tomes à venir? Et je vais te dire, j'avais écrit 130 pages, enfin, pages ou je sais pas quoi, sur un ordinateur, puisque je tremble quand j'écris, vous le verrez, si je vous signe, si je mets un autographe, j'ai la main qui tremble. Grâce à cette technique qui me trouble, parce que quand je vois Doris avec une clé comme ça, il me dit mets ton texte, il part. Tu l'envoies en Corrèze, plouf, il part. Et je dis mais c'est en Creuse. Je dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Mais je change quelque chose. Changement. Non, bah, moi je suis. D'ailleurs quand je me plante quelque part. J'appelle Doris Secours. T'es espanté. Voilà. Mais je crois, alors pour revenir au deuxième tome, c'est que j'avais fait 130 pages d'ordinateur depuis 2008 jusqu'à 2016, et là j'en suis à 110 pages de 2017 à 2017. Ah oui. Alors là, Alexandre Dumas, La productivité s'améliore. il peut aller se rhabiller. Hein. La Voilà. productivité s'améliore. Ah oui. Ah oui. Mais en fait, non. On peut mieux faire. Écrire, c'est quelque chose qui t'entraîne. C'est comme le coureur qui fait le 5000 mètres, il dit, oh, tiens, l'enfant pourrait faire le 10 000, et puis il finit marathonien. Eh bien, bon, je ne suis pas le marathonien, je ne suis pas un écrivain, comme je dis, je suis quelqu'un qui écrit. Et c'est différent. Et c'est différent. Alors, Ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono